Les adolescents, les jeunes enfants, disons entre 10 et 16 ans, les moins de 16 ans, sont peut-être à l'âge où les pulsions sexuelles, les pulsions affectives également, sont les plus fortes, parce que les plus neuves. Et je crois que rien ne peut arriver de plus beau et de plus fécond à un adolescent ou une adolescente que de vivre un amour, un véritable amour. Soit avec quelqu'un de son âge, fort bien, mais peut-être aussi avec un adulte qui va l'aider à se découvrir soi-même, à découvrir la beauté du monde créé, la beauté des choses. Et vraiment, il y a là, je crois, une beauté et une justesse, une richesse absolue. Alors lui, c'est Gabriel Maznef, en 1977, à la télévision française. Et moi, c'est Margot, et je vais vous lire un texte que j'ai écrit quand j'avais 15-16 ans. 15-16 ans. Et je l'avais appelé « Tu m'as trahi ». Jour après jour, menteur, tu voilais mon esprit. Lentement, en douceur, tu l'as détruit. Tous tes mensonges ont troublé mes nuits, ont secoué mes songes et je tremblais, seule dans mon lit. Tu m'as fait croire que c'était normal. Tu pensais que je t'appartenais. Longtemps, j'ai cru que tout ça était banal, mais tu me trompais. Aujourd'hui, je sais, aujourd'hui, je vois, aujourd'hui, je te hais parce que je sais que c'est toi. Mais comment peut-on se construire quand on sait que la base est pourrie ? Comment ne pas s'effondrer ? Tu m'as séparée de mes amis, de ma famille. J'ai été séparée de ma vie. Et malgré ça encore, je suis ta fille. Comment vivre en sachant que son père est un monstre ? Comment retrouve-t-on sa vie quand on a été aveugle si longtemps ? Et tous ces mensonges que tu répands sur moi, maintenant que je sais, maintenant que je vois, maintenant que je te hais parce que je sais que ce n'était pas moi. Tous ces mensonges qui me tuent et qui m'éloignent de ceux qui me sont chers. Chacun a vu, chacun savait. Pourtant, ils se sont tus et ils n'ont rien fait. Quand j'étais petite, je passais des heures et des heures dans le jardin de mon père à m'imaginer toutes sortes d'aventures. J'étais une magicienne, une guerrière, une elfe, une sorcière. J'y passais des après-midi entières. Tout pour pas rentrer. Sûrement parce qu'à la maison, j'étais sa petite salope, sa petite pucelle. Quand mes parents se sont rencontrés, ma mère, elle avait 24 ans et mon père 44. Elle était comédienne et lui, metteur en scène. 7 ans plus tard, je suis née et quelques mois plus tard, mon père a dit à ma mère « Je t'aime plus, mais toi et la gosse, vous ne me dérangez pas ». Bon, elle est partie. Et c'est à peu près aussi à la même époque que ma grand-mère a révélé à ma mère qu'elle avait subi des abus sexuels de la part de son père, de ses 7 ans à ses 15 ans. Dans ma famille maternelle, ça, on n'en parlait jamais. Je me souviens même pas de quand ma mère me l'a appris. Je sais que c'est elle qui me l'a appris, mais je me souviens pas de quand. Personne n'a jamais dit dans la famille qu'il fallait pas en parler, mais on le savait au fond de nous. Peut-être parce qu'on ne voulait pas réveiller des souvenirs douloureux chez ma grand-mère, mais peut-être aussi parce que c'était plus confortable de laisser se passer là derrière nous. Alors que justement dans cette famille maternelle, à côté de ça, on parlait beaucoup. Et on parlait beaucoup de politique aussi. Et on n'hésitait pas à défendre nos convictions. Ça gueulait pas mal à la maison, le niveau sonore était assez énorme. Alors c'était très différent dans la famille de mon père. Dans la famille de mon père, on ne parlait pas. C'est lui qui parlait. Et nous, on devait écouter. Dans ma famille paternelle, il y avait beaucoup, beaucoup de secrets. Il ne fallait pas dire que ma tante était homosexuelle. Il ne fallait pas dire que mon premier frère, mon frère aîné, mon demi-frère, avait été abandonné par ses parents pendant 2 ans, quand il avait 6-7 ans.
Il ne fallait pas dire non plus que mon deuxième frère, mon deuxième demi-frère, était né hors mariage et donc il n'avait pas été reconnu officiellement par mon père jusqu'à ses 16 ans. Mon enfance, elle est un peu dans le brouillard. Mes souvenirs, ils sont un peu éloignés. J'ai l'impression que je sais ce que... J'ai des souvenirs, j'ai des instants précis en tête, mais tout le reste, il est englué dans quelque chose d'étrange, d'un peu incompréhensible. Je sais que ça a commencé très tôt. Ma mère, elle m'a raconté que j'avais seulement quelques mois, c'était un peu avant leur séparation. Il y avait des amis de la famille et on devait me changer ma couche, hein, je suis un bébé, et là, mon père me prend comme ça et il fait « Tiens, viens montrer ton petit clito ». Ma mère, elle réagit tout de suite, elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et lui, il balaye ça en lui disant « Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vois le mal partout, c'est n'importe quoi. » Et puis, après la séparation de mes parents et quand j'ai grandi, c'est arrivé assez vite aussi. C'était les mains au cul quand je passais à côté de lui, parce que, je cite, quand je vois un joli petit cul, je peux pas m'en empêcher. Et puis, il y avait petite salope, petite pucelle. Salope, c'était plutôt quand j'avais fait quelque chose qui lui plaisait pas, ou pour se moquer de moi. Pucelle, c'était plutôt dit sur un ton cajoleur, affectueux. Alors, vous l'aurez peut-être compris, l'histoire de ma famille, c'est une histoire d'inceste et de violence sexuelle. Mais c'est une histoire qui est aussi partagée par des millions de personnes à travers le monde et en France. On estime que dans le monde, il y a 370 millions de jeunes femmes, de femmes adultes qui ont subi ça dans l'enfance, qui ont subi des agressions sexuelles dans leur enfance avant 18 ans. Et c'est 270 000 hommes qui ont vécu ça aussi. Alors on estime que ce sont donc les personnes vivantes. Moi je pense à toutes celles qui ne sont pas arrivées à l'âge adulte. Et puis en France, c'est aussi des millions de personnes, c'est 10% de la population. C'est une personne sur 10. Ça veut dire qu'on est tous concernés, qu'on en connaît tous dans nos entourages. Et ça veut aussi dire qu'on connaît tous et toutes des agresseurs. Alors, forcément, quand on sait ça, on se demande, mais j'ai envie de vous demander combien de ces personnes vous en ont parlé de ça. Donc, quand on voit ces chiffres, évidemment, on ne peut pas ignorer que ce sont des violences systémiques. C'est énorme, une personne sur 10. Mais ce n'est pas seulement des violences systémiques, c'est aussi des violences sexuées, c'est-à-dire qu'elles ont trait au genre. Parce que 94 à 98% des agresseurs sont des hommes, et qu'il y a 83% des victimes qui sont des filles. Ça représente une fille sur 5 et un garçon sur 13. Et puis là-dedans, l'inceste, il est majoritaire. On estime qu'il y a 81% des agressions sexuelles sur mineurs qui sont commises par un membre de la famille. Alors, quand on voit ces chiffres, moi quand j'ai eu connaissance de ces chiffres, je me suis dit, mais à quel moment ça ne fait pas scandale ? À quel moment on n'en parle pas, ni individuellement, ni collectivement, en fait. Ça devrait, je crois qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il faut protéger les enfants, ça c'est la théorie, mais en pratique, c'est pratiqué justement partout, tout le temps, dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux. Alors pourquoi on n'en parle pas ? C'est un tabou. Mais il est où le vrai tabou ? En fait, c'est tout le paradoxe de notre société, qui à la fois condamne légalement et moralement l'inceste et les violences sexuelles sur mineurs, mais qui en même temps permet sa pratique et s'accommode de cette situation-là. Donc,
on est bien sur une question éminemment politique, mais aussi éminemment féministe. Et ça, j'aime bien. Alors, je vous demande d'accueillir la première rockstar de la soirée, Adèle Haenel. L'idée, c'est pas de dire il y a des monstres, parce qu'on n'est pas en train d'isoler les gens de la société, en fait. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive ? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive ? C'est ça dont on parle. Je veux dire, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Quand j'étais petite, j'avais une peur... là. Quand j'étais petite, j'avais une peur terrible de dormir. Je faisais beaucoup d'insomnie et c'est encore le cas aujourd'hui. Je me souviens que quand j'étais chez mon père, et seulement quand j'étais chez mon père, je me couvrais de couches et de couches de vêtements, même en plein été. Et puis je prenais ma couette, je la retournais et je me glissais à l'intérieur de la housse, comme un sac de couchage. Je ne sais pas vraiment de quoi j'avais peur au fond. Et puis je faisais beaucoup de cauchemars aussi. Il y en avait un qui revenait très très souvent, qui est revenu beaucoup pendant plein d'années, pendant des dizaines d'années. J'étais dans une maison dégueulasse, hideuse, de la crasse qui suintait des murs. Et cette maison, elle était remplie de monstres, tous plus hideux aussi les uns que les autres. Et le pire d'entre eux, c'était le roi des monstres, perché sur son trône, qui avait un clou rouillé enfoncé dans la tête. Et je devais le nettoyer, ce clou, inlassablement. Et dans cette maison hideuse, il y avait une fenêtre avec des barreaux. Et quand je regardais à travers cette fenêtre, en face de la rue, je voyais une maison blanche avec des rideaux roses. Et à l'intérieur de cette maison, je voyais ma mère. Et je criais, j'essayais qu'elle m'entende pour qu'elle vienne m'aider, mais elle n'entendait jamais. Il y a quelques temps de ça, assez récemment, je suis tombée sur un témoignage de Madame G, qui disait « Je pense que je ne m'autorisais pas, de toute façon, à ressentir ce malaise. Moi, dans ma famille, on n'exprimait pas les désaccords. Il fallait suivre et puis voilà, basta. Moi, mon père, quand je pleurais, je me faisais gronder. Je n'avais pas le droit de pleurer. Je n'avais pas le droit. Il m'appelait la pisseuse, voilà. Donc assez vite, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je pleure. Il ne fallait pas que je montre mes émotions, donc le malaise que je pouvais ressentir. Déjà, je pense que j'étais incapable d'en être consciente moi-même, incapable de me sentir légitime à ressentir cela. J'avais juste un énorme sentiment de culpabilité, moi, et pour moi, c'était moi le problème, mais ce n'était pas eux. Ce témoignage, il m'a percutée, parce qu'en fait, j'aurais pu écrire chacun des mots de ce témoignage. Remplacer pisseuse par pucelle, et on y est. Ce témoignage, il parlait du climat incestuel. Alors, le climat incestuel, c'est une notion qui a été développée par Paul-Claude Racamier, psychologue, dans les années 80-90. Et lui, il le définissait simplement comme l'inceste moral. Alors, je vous ai quand même trouvé une définition un petit peu plus explicite. C'est la définition de Lionel Beauchot, psychologue clinicien, qui dit « L'incestuel est un climat qui viole l'enfant, en enduisant son corps d'un regard collant qui vient engluer son psychisme, son monde affectif et tordre la construction de son monde relationnel. L'enfant est comme vrillé de l'intérieur, en devenant objet de la sexualité de l'adulte avant même d'avoir pu construire la sienne. Il est l'objet du regard, des mots et de la curiosité sexuelle de l'agresseur, sans bornes et sans limites. Ces situations très ambiguës
peuvent être tout aussi violentes et destructrices que l'inceste dans sa réalisation physique. Tout aussi violentes et destructrices. Alors, ça, c'est ce que j'ai vécu, le climat incestuel. Et pendant très longtemps, je ne m'estimais pas réellement comme victime, en fait. Je pensais à ma grand-mère et à toutes ces personnes qui ont subi des viols, des agressions sexuelles. Alors bon, oui, une main au cul, c'est une agression sexuelle, mais ça paraît tellement peu, tellement anodin, en fait, en comparaison de ces crimes atroces. Je pensais à ma grand-mère. Elle a vécu des choses horribles. À quel moment, moi, je me sentirais légitime à venir dire, alors que, bon, on est juste sur des petits mots et gestes déplacés. J'ai mis très longtemps à comprendre que c'était pas normal, et j'ai mis encore plus longtemps à comprendre que c'était grave. Et ça, je l'ai compris grâce à Lionel Bochot, psychologue clinicien. Non, merde, pardon. Donc, oui, c'est ça que j'ai vécu et effectivement, ouais, je comprends que c'est grave. Et donc, j'ai 31 ans et ouais, je découvre que je suis une victime d'inceste. En fait, les experts, Lionel Bochot et autres, ils nous expliquent que le climat incestuel et l'inceste, ça doit être mis sur le même plan. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'inceste sans incestuel. Et ensuite parce qu'au-delà en fait, ce qui les relie, c'est cette volonté de domination, cette violence, cette volonté de s'accaparer l'autre, de lui nier son individualité. Et puis aussi parce que, ouais, elles ont les mêmes conséquences sur les enfants et sur les adultes qui deviendront plus tard. Muriel Salmona, présidente et fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Oui, Margot. Ton cerveau, face à un stress extrême, face à des violences qui sont incompréhensibles, impensables, inhumaines, dégradantes, il est bloqué. C'est ce qu'on appelle la sidération. Et il ne peut pas contrôler ce stress extrême qui devient rapidement un risque vital pour ton organisme, que ce soit au niveau neurologique ou au niveau cardiaque. Donc en fait, le seul moyen d'y survivre, c'est de faire disjoncter le circuit émotionnel. Et ça crée ce qu'on appelle une dissociation traumatique, qui fait que tu es complètement anesthésié. Tu ne vas pas pouvoir te défendre, mais tu vas pouvoir survivre. Et cette dissociation traumatique peut durer des jours, des semaines, des années, voire toute ta vie, si elle n'est pas prise en charge. L'Observatoire national de la protection de l'enfance a établi qu'il y avait 5 besoins fondamentaux pour l'enfant, pour son bon développement. Le premier besoin, c'est le besoin de sécurité. Mais ce n'est pas seulement le besoin de sécurité physique, c'est aussi le besoin de sécurité morale, affective. Il y a aussi le besoin d'exploration, pouvoir expérimenter, découvrir. Il y a aussi le besoin de cadre et de limites, savoir ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas. Il y a aussi le besoin d'identité, se sentir un individu à part entière, et le besoin d'estime de soi, se dire qu'on vaut quelque chose. L'inceste, ça fait voler tout ça en éclats. J'ai appris à me taire, j'ai appris à rentrer toutes ces émotions-là à l'intérieur, à faire taire mes alarmes, à plus les ressentir. Et puis, j'ai appris à avoir peur de la violence, j'ai appris à ne pas la déclencher. J'ai appris à me soumettre, à faire plaisir. Et puis, j'ai appris à avoir sacrément honte, à me sentir extrêmement coupable.
Et ben, au final, j'ai appris que j'étais une bonne sacrée merde. Et ça, eh ben, ça fait que vous trimballez avec un panneau lumineux clignotant « Proie facile ». Et ça, les autres, ils le voient très très vite. En fait, à l'école, j'ai été harcelée quasiment toute ma scolarité. J'étais le bouc émissaire. Et puis, plus tard, après le bac, quand je suis arrivée à Rennes, tout le monde me dit, à ce moment-là, tout le monde me dit « Waouh, ça y est, tu commences tes études, la vie étudiante, la vie d'adulte, tu vas t'éclater, et puis tu vas voir la vingtaine, qu'est-ce que c'est bien, c'est le meilleur âge !» C'est pas du tout ce qui va se passer. Je vais arriver à Rennes, en CTU, je vais faire 3 semaines de fac, et je vais complètement m'effondrer. Je vais m'isoler. Je vais commencer à fumer pas mal de pétards. Et puis, donc, je vais arrêter les études et je vais rien dire à ma mère parce que je suis une merde. Et donc, je me sens coupable. Et c'est aussi à ce moment-là, je rencontre un gars. Il me plaît pas du tout. Oh. Hey. Il me plaît vraiment pas. Donc ouais, il me plaît absolument pas. Clairement, on n'a rien à se dire, on n'a rien en commun. Il me parle un peu comme une conne, mais il a le mérite de s'intéresser à moi. Et ça, c'est déjà tellement énorme. Je rappelle, je suis une merde. Hein. Donc, ça me suffit. Hein. Et donc, je me retrouve chez lui, à naviguer entre chez lui et ma coloc, mais j'ai pas de permis. Lui, il est en campagne, et donc je vais me retrouver complètement isolée. Je me retrouve isolée, et lui, pareil, il fume toute la journée, et donc moi, je vais m'abrutir le cerveau sur ce canapé et me laisser traiter comme une merde, puisque j'en suis une. Et ça, ça va être un schéma qui va se répéter. J'ai bien compris. Et donc, je me retrouve dans des relations qui ne me conviennent pas, en réalité, où je ne suis pas respectée, où je suis même parfois maltraitée, mais où je fais avec, parce que c'est aussi ça que j'ai appris à faire. Et puis, côté vie professionnelle, c'est pas beaucoup mieux. C'est même peut-être pire. Pareil, vingtaine, j'essaye, j'ai abandonné tous mes rêves, tout ce que je voulais faire, tout ça, j'ai laissé de côté. Mais bon, j'essaye quand même de trouver un peu de sens dans mon travail, et donc je vais entrer en service civique, dans une mission de service civique, dans une association où je vais découvrir plein d'outils d'éducation populaire. Je vais découvrir l'éducation populaire déjà, puis plein d'outils, plein de choses. On est là pour apporter un peu plus de coopération dans les groupes. Enfin voilà, moi je trouve ça super. Mon âme de gauchiste, elle est titillée là. Donc je trouve ça super. Et puis l'équipe en plus, elle est top aussi. Vraiment, j'ai un environnement de travail super. Et en plus, je suis félicitée dans ce que je fais. C'est vraiment chouette. Sur le papier, tout va bien. Et pareil, petit à petit, en fait, j'ai toujours mes insomnies. Et donc, je me fatigue petit à petit. Et je commence à tomber malade de plus en plus, et donc à accumuler les arrêts de travail de plus en plus. Et donc, si les collègues ils acceptent au départ, oui, t'es malade, c'est pas de ta faute. Hein. Au bout du 10e arrêt, quand même, là, on sent qu'il y a un petit peu de doute, un petit peu de méfiance, et je les comprends, parce que moi aussi, je suis dans le doute et l'incompréhension, et je comprends pas ce qui m'arrive du tout. Et puis, je me sens extrêmement coupable, parce que je les fous dans la merde, à être comme ça, absente. Mais bon, c'est normal, je suis une grosse merde. Et ça, pareil, ça va se répéter. Je ne suis pas sûre d'avoir réussi à terminer un contrat, une formation, une mission pendant 10 ans, jusqu'à présent. Et je comprends pas.
Je crois que Muriel Salmona, elle va m'aider à comprendre. Bah ouais, la mémoire traumatique des violences, implicites, inconscientes, émotionnelles, bah elle est piégée dans tes amygdales. Elle va être à l'origine, dans ton amygdale. C'est pas exactement la même... J'ai fait des études littéraires, voilà, la biologie, tout ça, vous êtes mignons, mais... Donc, cette peur, cette mémoire traumatique, elle va être à l'origine d'un circuit de peur conditionné. Une véritable bombe à retardement, prête à exploser à l'occasion de tout stimulus sensoriel, visuel, contextuel, en lien avec les traumatismes subis. Quand ta mémoire traumatique explose, entraînant détresse, terreur et angoisse insupportables, le plus souvent, seules des conduites d'autotraitement dissociantes vont pouvoir calmer l'état de détresse. Il s'agit alors pour toi de redéclencher la disjonction du circuit émotionnel en augmentant le niveau de stress pour recréer un niveau de survoltage suffisant. Le niveau de stress, il peut être augmenté par des conduites agressives contre toi-même, tentative de suicide, automutilation, ou contre autrui, en reproduisant les violences, ou par des conduites à risque de mise en danger, ou encore par des prises de produits excitants. Tu peux également redéclencher directement la disjonction du circuit émotionnel en consommant des drogues dissociantes, alcool, cannabis, héroïne. Et cette disjonction provoquée, elle va entraîner une anesthésie affective et physique, une dissociation et calmer l'angoisse. Ces conduites dissociantes qui s'imposent sont à la fois paradoxales et déroutantes, douloureuses et incompréhensibles pour toi, mais aussi pour tes proches, pour les professionnels qui s'occupent de toi. Elles sont responsables de sentiments de culpabilité, de honte, d'étrangeté, de dépersonnalisation et d'une vulnérabilité accrue face au monde extérieur, et plus particulièrement face aux agresseurs. Ah ouais, ok, je comprends mieux. Bah oui, parce qu'à chaque fois, en fait, plus je suis anxieuse, plus je me sens coupable, plus j'accumule les arrêts de travail, plus ça monte en moi, et à un moment, je suis incapable de sortir de mon lit un matin, et je suis incapable de ne serait-ce que d'appeler ou d'envoyer un message pour prévenir le boulot que je ne peux pas venir. Je reste enfermée chez moi. Et en même temps, l'angoisse, le stress, tout ça, c'est plus là. C'est l'encéphalogramme plat. Donc je comprends mieux. Alors, évidemment, je ne suis pas restée inactive pendant 10 ans, hein, on voit tout ça. Même si, je me disais que, les autres, ça leur arrive aussi de ne pas avoir envie de se lever le matin. Hein, voilà, on ne va pas tous au boulot en riant et en chantant. Mais je me disais que, les autres, ils avaient la volonté nécessaire. Et pas moi. Je rappelle, je suis une grosse merde. Et donc, je vais quand même essayer... J'ai vu une psychologue, je vois une psychologue depuis un bon paquet de temps maintenant. Alors, elle m'a aidée à comprendre ce que j'avais vécu, etc. Mais ce suivi-là, il ne m'a pas aidée à régler ces problèmes-là. Je suis toujours dans ma roue de hamster à continuer sans arrêt et à avoir toujours plus de mal à me remobiliser parce que petit à petit, je deviens aussi ma propre ennemie. Et assez récemment, j'ai fini par peut-être admettre que, ok, c'était peut-être pas qu'une question de volonté. Donc, je me suis tournée vers la psychiatrie. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la psychiatrie en France, déjà que l'hôpital public, ils sont là, la psychologie... la psychiatrie, c'est encore pire.
Et donc, dans ma ville, il y a le CMP, Centre médico-psychologique, à l'hôpital public. Alors, je vais essayer de prendre rendez-vous. C'est 8 mois d'attente pour avoir un premier rendez-vous. Et j'arrive dans le bureau et puis j'ai la psychiatre, sauf que elle a 10 minutes. Et puis j'ai à peine le temps de lui expliquer mes problématiques, mais elle a le temps de me signer une ordonnance avec des anxiolytiques, des antidépresseurs, des stabilisateurs d'humeur, des somnifères, et allez. Bon, elle a l'air professionnelle, je suis le mouvement. Et donc, je vais suivre ce traitement qui va me mettre vraiment mal. Je vais commencer à me sentir encore plus à fleur de peau que ce que je pouvais être avant. Je vais commencer même à devenir agressive des fois, avoir des réactions qui ne vont pas du tout et je ne me reconnais pas et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et puis, ce n'est pas super facile à vivre pour les proches. Hein. Donc, il s'éloigne et moi aussi, je m'isole petit à petit. Et j'ai beau dire ça à ma psychiatre tous les 3-4 mois quand j'arrive à la voir, 10 minutes. Et elle, elle entend, hein, elle augmente les doses. Et donc, je vais, au bout d'un an, comme ça, par un grand concours de circonstances, je trouve une autre psychiatre. Elle est en libéral et elle n'est pas dans ma ville, je fais pas mal de kilomètres, mais elle a 1 heure de temps à m'accorder et c'est toutes les 2 semaines. Et donc, elle me dit je pense que tu es cyclotimique. Alors la cyclothymie, c'est une forme de bipolarité. Ok. Donc, ce qui expliquerait le côté cyclique, les hauts, les bas. Bon, j'ai plus de bas que de hauts. Mais bon, ok, pourquoi pas. Maintenant que j'ai rencontré Muriel Salmona, je vous avoue, je me pose la question, mais bon. Ce diagnostic-là, il va quand même me permettre, elle va m'expliquer que je peux prétendre à une reconnaissance de handicap. Et donc, je vais pouvoir être prise en compte dans mes difficultés. On va pouvoir faire des aménagements de poste, peut-être, réduire un petit peu le temps de travail, m'aider dans ma fatigabilité, dans ma non-résistance au stress, tout ça. Et donc, ok, si vous voulez que je sois cyclotimique, je serai cyclotimique. Mais il y a quand même un truc qui ne me convient pas là-dedans. C'est que, dans l'imaginaire, le handicap, c'est un peu la faute à pas de chance. Sauf que le traumatisme, il a une origine. Et donc, cette reconnaissance de handicap, j'ai l'impression qu'elle leur fait que reconnaître mes symptômes et pas la cause, en fait. Ça énerve pas mal Muriel Salmona. Il n'y a pas d'offre de soins. Avoir subi de l'inceste dans l'enfance, ça fait partie des premières causes de mortalité précoce, de suicide, de dépression à répétition, de troubles anxieux très graves, de troubles de conduite addictive, de risque de subir à nouveau des violences, de troubles cardiovasculaires, digestifs très lourds, pulmonaires, immunitaires, de cancer, de diabète, d'hypertension artérielle. C'est un problème de santé publique majeur. Toutes les études le démontrent. On ne fait rien. Et puis, on ne forme pas les médecins. Actuellement, avec toutes les connaissances qu'on a sur les psychotraumatismes, on sait que ces troubles, c'est au moins 70% de la psychiatrie. Les psychiatres ne sont toujours pas formés à la psychotraumatologie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés à 70% de leur spécialité. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est quelque chose qui est juste inconcevable pour moi. Je suis carrément d'accord avec toi, Muriel. C'est un putain de problème de santé publique majeur. Mais c'est pas que ça.
c'est aussi un problème social. Parce que, les victimes, elles vont avoir plus de problèmes dans leur scolarité, donc elles vont avoir moins de diplômes, et elles vont arriver dans la vie avec toute cette vulnérabilité-là, avec tous ces problèmes de santé-là, et donc elles vont aussi accumuler des arrêts de travail, des périodes de chômage, voilà. Et donc, tout ça, c'est le cocktail parfait pour la précarité. Et je ne vous parle pas des frais de justice ou des frais de santé, hein, qu'on a encore en plus à se foutre ça sur le dos. Mais c'est pas que... Donc c'est aussi un problème économique. Et c'est un problème économique pour les victimes, mais c'est aussi un problème économique pour l'État, pour nous qui payons des impôts, là, hein, pour certains. Hein. Parce qu'on estime qu'il y a minimum 9,7 milliards d'euros par an qui sont dépensés par l'État dans des systèmes de justice et de santé qui sont inefficaces, inadaptés et même souvent maltraitants en fait pour les victimes. Donc si on les dépense déjà, les 9,7 milliards, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de plus sympa? Enfin voilà, moi je pourrais donner 2-3 idées, hein, je ne sais pas. Donc, être victime de violences sexuelles et d'inceste, c'est déjà une première injustice parce que c'est juste passer sa vie à essayer de réparer les dégâts causés par d'autres. Mais c'est en plus le faire seul, sans être pris en compte, sans être accompagné, en étant souvent mal diagnostiqué. Et c'est déjà toute cette injustice, en fait, où on n'est pas pris en compte dans nos difficultés quotidiennes. Je crois que, pour moi, il y a 2 types d'inceste. Un inceste qui est strictement pathologique, où par exemple le père a une personnalité paranoïaque, il est souvent alcoolique, il est parfois psychotique. Et à côté de ça, actuellement, aujourd'hui, les incestes que nous voyons sont des incestes que j'appellerais normaux. C'est-à-dire que les sujets sont normaux, mais la constellation familiale, elle, est perturbée. Ce qui veut dire que c'est la désorganisation familiale et conjugale qui est le préalable et qui fait le lit de l'inceste. Et dans cette constellation perturbée, les 3 éléments, c'est-à-dire le père, la fille, la mère, tous les 3 ont une carence affective fantastique. Et ils ont tous les 3 beaucoup besoin d'affection. Et il se passe quelque chose de fantastique dans cette constellation, c'est qu'il y a une inversion des générations en ce qui concerne la mère. C'est-à-dire que la mère abandonne ses responsabilités de mère et d'épouse à la fille. Et il y a chez le père, malgré les apparences sociales, la façade, il y a une identité sexuelle fragile. Il est peu investi émotionnellement sur l'extérieur et par conséquent, toutes les passions sont exacerbées dans le milieu familial et il prend ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire à la fille, qui est un être immature, bien qu'un être sexué. Car ce qu'il faut dire, c'est que la victime n'est pas toujours la victime innocente que l'on dit. Elle réagit tantôt d'une façon passive, mais souvent, il y a une séduction active. Alors lui, c'est Gilbert Torgmann, président de l'Association mondiale de sexologie, en 1986, à la télévision française, et il dit ça face à Eva Thomas, écrivaine, qui est la première à venir à la télévision française à visage découvert pour témoigner de l'inceste qu'elle a subi de la part de son père. Quand on parle d'inceste et de violences sexuelles sur les enfants, il y a un mot qui revient souvent pour désigner les agresseurs, c'est le terme pédophile. Alors ce terme-là, il pose pas mal de problèmes. Déjà, il faut bien savoir que la pédophilie, c'est une pathologie.
C'est une pathologie qui désigne des individus qui sont sexuellement attirés par des enfants. La réalité, c'est que la majorité des agresseurs sexuels d'enfants ne sont pas pédophiles au sens pathologique du terme. C'est 30% à peu près qui sont pédophiles au sens clinique du terme, pas plus. Moi, je préfère parler de pédocriminels. Déjà, pédophile, il y a aussi amour dans l'étymologie, et les violences sexuelles, c'est jamais de l'amour. Quand il y a violence, c'est jamais de l'amour. Et donc, je préfère parler de pédocriminels. Aussi, parce que donc, cette image-là du pédophile, ça ancre dans nos esprits que c'est des personnes malades, déviantes, et donc qui ne seraient peut-être pas forcément totalement responsables de leurs actes, qu'il faudrait traiter. Et puis, on a aussi cette idée de l'homme qui est soumis à ses pulsions, les pulsions sexuelles. Eh bien, non. Les pédocriminels, ils sont parfaitement conscients du caractère interdit de leurs actes. Et ils vont développer tout un tas de stratégies extrêmement conscientes, prédatrices, et ils vont développer tout un tas de stratégies d'emprise, justement, pour s'assurer du silence de leurs victimes et donc de leur impunité. Et donc ça va passer par des périodes d'affection puis de dévalorisation, qui vont complètement désorienter la victime et qui vont même créer aussi une espèce de dépendance où l'enfant va aussi aller vers l'agresseur pour essayer de retrouver justement cette affection et donc d'une certaine manière d'accepter ces violences-là. Il va y avoir aussi de l'inversion de culpabilité. Il va faire en sorte que ce soit l'enfant qui se sente coupable à sa place. Il va aussi minimiser les faits. Il va même mentir, tordre la réalité. Et puis, il va aussi passer par de l'intimidation. J'ai moins de 10 ans, entre 6-7 ans peut-être. Et un jour, mon père ramène un petit chaton à la maison. Un petit chaton noir, j'adore, je l'appelle Nuka. Et forcément, un petit chaton, ça fait quelques bêtises. Et un jour, mon père retrouve ce petit chaton couché sur des documents à lui dans un placard. Et il va prendre une bombe d'aérosol et il va vider la bombe à l'intérieur du placard en enfermant le chat à l'intérieur. Je me souviens encore des hurlements du chat qui se débat à l'intérieur, qui essaye de sortir du placard, et moi qui hurle et qui demande à mon père d'arrêter, et je pleure et je suis en panique. La violence, elle n'a pas besoin qu'elle s'exerce sur vous directement pour que vous sachiez qu'elle existe et qu'elle peut exister, et que vous appreniez à avoir peur de la déclencher. Et donc, toutes ces stratégies d'emprise, c'est un schéma qui n'est pas seulement vrai pour les agresseurs d'enfants. Cette emprise-là, ma mère aussi, elle l'a subie de la part de mon père. Parce que ces stratégies-là, elles sont aussi communes aux violences conjugales, en réalité, et au système d'emprise. Et quand on regarde un petit peu système d'emprise, relations conjugales, etc., il y a un terme qui revient beaucoup, c'est le terme pervers narcissique. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. Et le terme pervers narcissique, il a aussi été développé par Paul-Claude Racamier, le même que pour le climat incestuel. Coïncidence ? Et donc, ce terme-là, il va se développer, mais un peu en souterrain, dans des associations, notamment de soutien aux victimes de violences conjugales. Et ce terme-là, il va permettre à énormément de femmes de comprendre les mécanismes de la violence, de comprendre que c'est pas de leur faute,
que c'est bien l'autre qui agit de cette manière-là, et aussi de comprendre que la seule solution, c'est de partir en fait. Sauf que, ce terme-là, il réindividualise encore le problème. C'est encore des malades, c'est encore des déviants, et on occulte le côté systémique. On ne va pas regarder que peut-être c'est justement une création de notre société. Et ça, c'est un sociologue, Marc Joly, qui va aller quand même un peu étudier ce terme-là, justement aussi dans des associations de victimes. Il va aller regarder un petit peu les usages de ce terme. Et lui, justement, il va se rendre compte qu'on parle bien là de violence genrée, en réalité. Il va nous dire... Ça renvoie à des conjoints qui voudraient dominer de manière légitime et qui le font d'une manière typiquement masculine, construite comme masculine, parce que c'est une manière de propriétaire, de l'ordre de l'appropriation culturelle, corporelle plutôt. Et ce terme-là, il a été pas mal discrédité depuis, et Marc Joly, il nous dit bien que cette manière d'être discrédité, en fait, il l'associe aussi à un rejet, à une contre-réaction typiquement masculiniste, en réalité. Mais écoutons plutôt Louise Armstrong. Alors, Louise, pas Louis. C'est un autre genre de rockstar. Donc Louise Armstrong, c'est la porte-parole féministe états-unienne sur l'inceste. En faisant de l'inceste une pathologie, c'est-à-dire une question relevant du champ de compétences médicales, on esquive la question politique. Il ne s'agit plus de travailler à la transformation sociale ou de réfléchir sur les moyens d'éliminer les abus sexuels intrafamiliaux, ce qui passerait par la reconnaissance des positions précises de chacun, dominant, dominé. Poser l'inceste comme une pathologie détourne l'attention des dégâts psychologiques sur les dégâts psychologiques que provoquent les abus sexuels incestueux. Il n'y a plus lieu de s'intéresser à l'agression ou de la nommer comme telle, ni de décrypter ses mécanismes, au centre desquels figure pourtant la question de genre. Puisque d'un côté, il y a la souffrance des femmes et des enfants qu'il faut guérir et traiter, et de l'autre, il y a des déviants qu'il faut aussi traiter. Or, comme l'évoquaient déjà des groupes de femmes il y a 30 ans, la plupart des agresseurs incestueux, garçons ou hommes adultes, ne sont pas déviants. La grande majorité n'agressent que leurs enfants ou une cousine, sœur, nièce, belle-fille, petite-fille, en dehors de quoi ils sont très bien insérés dans la société. Évidemment qu'ils sont bien insérés dans la société, puisqu'ils ont grandi, ils se sont construits dans un ordre social de domination masculine, où on apprend la domination des hommes sur les femmes et des pères sur leurs enfants. Mais si vous ne me croyez pas, ça y est, je ne sais plus où j'ai foutu mes trucs. Là. Petit tour historique de cette magnifique société patriarcale et de domination des femmes et des enfants. Antiquité. Ouais, je remonte loin. Antiquité, déjà, le terme enfant, en arabe, grec, latin, ça renvoie à esclave, serviteur. La familia, c'est ceux qui sont soumis, asservis et qui doivent obéissance. Au Moyen-Âge, on considère que l'enfant en fait est un être imparfait, corrompu, et donc l'enfance, ça ne vaut pas forcément beaucoup mieux que la vie d'une bête. Alors, Révolution française. À la Révolution, on commence enfin à se dire peut-être qu'il faudrait s'occuper de l'éducation des enfants, mais à partir de 7 ans.
Parce qu'avant 7 ans, on considère que l'enfant, il a ni idée, ni besoin, ni sensation, enfin voilà, à peine des sentiments. Et cette idée-là, elle va perdurer assez longtemps. Faut savoir que jusque dans les années 1980, je dis bien 1980, on opérait les nourrissons sans anesthésie. Parce qu'on considérait que dans tous les cas, ils n'allaient pas s'en souvenir, donc à quoi ça sert, hein. Au XIXe siècle, ça y est, on commence à prendre en compte que peut-être l'enfant, il a besoin, ok, d'être nourri et protégé, mais en fait, il a aussi des besoins affectifs, tiens. Putain, pas mal. Sauf que il y a toujours un revers de la médaille. Ça, en fait, ça va être réutilisé pour dire, si l'enfant a des besoins affectifs, c'est qui doit les combler? C'est les mères. Et donc, là où la Révolution française, la Révolution industrielle arrive, etc., en fait, on va ancrer le modèle de la femme au foyer dans différentes classes sociales et on va instaurer justement cette image de bobonne qui reste à la maison à s'occuper des gosses. Et ça va être d'autant plus appuyé par le Code Napoléon en 1804, qui dit, alors je vous ai quelques articles, l'article 1124, les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. Sympa. Et l'article 371, référence directe là à la Bible, toi-même tu sais, l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. Ça veut dire qu'on ne peut pas se retourner juridiquement contre ses parents à cette époque-là. Et le père, par contre, il a le droit d'enfermer ses gamins sans aucune justification, hein. Il a juste à demander. Mais enfin, on arrive en mai 68. Alors mai 68, c'est les grands mouvements sociaux, alors il n'y a pas que mai 68, mais tous les années 70, 60, 70, c'est un nouveau ordre social, on vient réinterroger le modèle familial, c'est les hippies, c'est la libération sexuelle, on rebat les cartes, c'est l'essor d'un nouveau féminisme. Mai 68, quoi. Et puis, on vient aussi dire que l'enfant, c'est un individu à part entière. Et donc, il a des droits et des besoins et des libertés. Sauf qu'il y a encore un revers de la médaille. C'est que, si l'enfant, il a des droits et des libertés, l'enfant, il a le droit d'avoir des relations sexuelles. Et il a toute liberté de consentir à des relations sexuelles avec des adultes. Et donc là, ça va être l'époque de cette bourgeoisie intellectuelle, culturelle, artistique, qui vont c'est l'époque des Daniel Cohn-Bendit, Duhamel, le Maznev, tout ça, Polanski, toute cette élite un peu culturelle qui vient s'affirmer comme ouvertement pédophile. Et qui vont venir justement sur des plateaux télé nous expliquer tout ça, jusque dans les années 90 d'ailleurs. Et donc, ils vont se revendiquer pédophiles, ils vont même signer des tribunes pour défendre l'amour libre, nous sommes des machines à jouir, tout ça. Et c'est aussi l'époque où le journal Libération va titrer « Il est temps de décriminaliser l'amour ». Et puis, on arrive aux années 80, et dans les années 80, il y a un certain Serge Gainsbourg, je ne sais pas si vous connaissez, qui va sortir une chanson en 1984. Cette chanson, je ne la connaissais pas jusqu'à récemment, je m'en serais bien passée. Cette chanson, elle s'appelle « Lemon Incest », inceste de citron, pour les moins anglophones d'entre nous dont je fais partie. Et donc, à l'époque, Gainsbourg, il a 56 ans et il va la chanter en duo avec sa fille, Charlotte, qui a 13 ans.
Et bon, alors je ne vous fais pas toutes les paroles, mais on peut y retrouver alors le refrain qu'il chante à deux, c'est l'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus violent, le plus pur, le plus enivrant. Voilà. Et en plus de ça, eh ben, ils vont sortir un clip. Alors, je vous invite à le regarder, il faut avoir le cœur un peu accroché. Ils sont tous les deux étendus sur un grand lit. Elle, donc 13 ans, je rappelle, elle a une chemise blanche et une petite culotte. Et lui, il est torse nu avec un jean et ils sont allongés tous les deux sur ce lit, langoureusement, et ils se font des petits bisous dans le cou. Et donc, ben voilà, c'est mon père, il est héritier de tout ça. Mon père, il est né en 1942, donc années 60-70, il a 20-30 ans, donc il est baigné là-dedans. Et il va bénéficier de plusieurs formes d'autorité. Déjà, c'est un homme, mais c'est aussi un artiste, et c'est aussi un metteur en scène. Et donc, ben là, on peut se permettre d'autres choses, quoi. L'art, c'est subversif, c'est un petit peu au-delà de la moralité. C'est aussi ce que Gainsbourg disait déjà à l'époque pour défendre sa super chanson, là. Bon, ça, vous pourriez me dire, c'était avant, c'était les années 80, c'était une autre époque. Bastien Vivès, 38 ans, en mai 2017. Moi déjà, l'inceste, ça m'excite à mort. Tous ces trucs-là font des histoires incroyables. Quand tu transgresses, quand tu fais quelque chose que t'as pas le droit de faire, c'est agréable à lire. Vu que je peux pas faire d'inceste dans la vraie vie, et que j'ai pas de grande sœur pour pouvoir faire ça, bah je le fais dans mes livres. Ce mec-là, c'est un auteur de BD érotico-humoristique, dans lequel il met en scène régulièrement dans plusieurs de ses œuvres des enfants qui ont des relations sexuelles, consenties ou non, avec des adultes. Et ce mec-là, il a été considéré comme un petit génie de la BD. Il va être l'invité d'honneur du festival de BD d'Angoulême. Finalement, grâce à certaines protestations, il va être refoulé. Mais sachez que dans quelques jours, là, il va entamer son procès où il est accusé de diffusion d'images pédopornographiques. Ça aura mis un sacré temps et 2 signalements avant que la justice s'en empare. Et puis, ben voilà, c'est Bastien Vivès, mais je pense qu'on se souvient aussi du César remis à Polanski, hein, il y a peu de temps quand même, alors que Adèle Haenel, ben, elle est dans la salle, hein, voilà, rockstar. Et donc, ben ouais, c'est aussi, on se souvient encore de Macron. Gérard Depardieu rend fière la France. Et je n'aime pas les chasses à l'homme. Donc ouais, c'était avant, je sais pas. Hein. Et puis, bah ouais, c'est un peu cette rhétorique de, bah, faut séparer l'homme de l'artiste. Sauf que bah, des hommes qui pensent comme ça, ils vont faire quoi comme œuvre derrière, en fait? Voilà, je pose la question. Et donc, ben ouais, notre culture, nos œuvres culturelles, artistiques, elles sont baignées, en fait, par cette culture de la pédocriminalité et de l'inceste. Et ben ouais, il y a tout un pan, en fait, qui va venir, on va venir érotiser, sexualiser l'enfant. Et l'exemple parfait pour ça, c'est Lolita, la figure de la Lolita. Alors à la base, Lolita, c'est un bouquin, c'est un roman écrit en 1955 par Vladimir Nabokov. Et Nabokov, lui, il écrit ce bouquin, donc il met en scène un homme de 30-40 ans qui se retrouve tuteur d'une jeune fille de 12 ans et bah, qui va l'agresser régulièrement là-dessus et qui va justement
Et donc Nabokov, il va écrire le roman du point de vue de l'agresseur, et dans l'objectif de dénoncer ça, de montrer sa psyché, comment il se raconte qu'il est amoureux, que c'est elle qui la guiche, tout ça. Et donc il est vraiment là, il souhaite dénoncer tout ça. Et ben le public, il ne va pas du tout le recevoir de cette manière-là. Le public, il va le prendre comme un livre érotique qui vient faire l'apologie, justement, de la pédophilie. Et ça va être d'autant plus ancré plus tard, en 1962, avec le film de Stanley Kubrick. Je ne sais pas si vous voyez l'affiche, hein, on est sur une nénette avec des petites lunettes en cœur, une petite sucette là dans la bouche. Et il va prendre une jeune fille de 16 ans pour jouer dans le film, histoire de bien la sexualiser encore plus. Et donc cette figure de la Lolita, aujourd'hui, elle est ancrée dans notre imaginaire collectif. C'est la figure de la nymphette, aguicheuse, perverse, qui vient attiser le désir des hommes. Et cette figure-là, on la retrouve notamment dans un film que j'ai vu jeune, pas trop jeune non plus, le film Léon de Luc Besson. Moi, j'ai adoré ce film quand je l'ai vu, et puis en le revoyant un peu plus tard avec tout ça, c'est quand même sacrément ambigu, quoi, cette relation. Et ça va se concrétiser aussi dans la vie réelle. Et c'est Nathalie Portman, la jeune fille, justement, l'actrice qui joue dans ce film, qui a 13 ans à l'époque où elle joue ce film. Et elle va expliquer que... donc elle a 13 ans, c'est le premier film dans lequel elle joue, elle est hyper heureuse, hyper honorée, et elle va recevoir sa première lettre de fan. Et donc elle est toute heureuse, elle est toute contente, elle ouvre sa lettre et c'est un homme qui lui raconte qu'il rêve de la violer. Et c'est aussi une émission de radio aux États-Unis qui va mettre en place un décompte des jours qui nous séparent de la majorité de l'actrice, jour où il sera légal de coucher avec elle. Donc on est bien sur une bonne érotisation de l'enfant, mais il y a aussi ce côté romantisation aussi, on va romantiser les violences sexuelles. Et ça, on le voit dans ma série préférée, et dans mon bouquin préféré, Game of Thrones. Oui, j'adore, mais il faut bien quand même regarder que le personnage de Daenerys, qui a 12 ans, oui, elle a 12 ans dans le bouquin, pareil, ils ont pris une actrice un peu plus âgée, ça passe mieux. Mais elle a 12 ans dans le bouquin et elle est violée et mariée de force à un homme. Et puis plus tard, on va nous présenter ça comme, finalement, elle va finir par tomber amoureuse, ça va être hyper beau, hyper romantique. En plus, il l'appelle le soleil de ma nuit, mon ciel étoilé, hyper romantique. Et donc, tout ça, ça fait partie d'une culture où on vient raconter que l'agresseur, il n'est pas vraiment responsable, il est amoureux ou il est soumis à ses pulsions, ou alors il est dans une relation d'amour ou même que c'est la victime qui est responsable directement. Et donc on est sur un narratif qui à la fois légitime, minimise, permet et normalise en fait ces violences-là. Et ça va servir aussi à mon père à instaurer cette ambiguïté dans nos relations. Quand j'étais petite, la télé, elle était dans sa chambre. Et donc, pour regarder la télé, le soir, on se glissait tous les deux dans son lit. Et on était serrés l'un contre l'autre, un peu comme Gainsbourg et Charlotte. Donc mon père, c'est pas un monstre. C'est pas un pédophile. C'est peut-être un pervers narcissique, mais c'est surtout un homme normal, banal peut-être, qui a juste été élevé, qui s'est construit dans cette société justement et dans cet ordre social qui est légitime. Et donc, on se rend bien compte qu'en réalité,
Là où on a l'image du pédophile qui a comme première motivation le plaisir sexuel, en réalité, c'est pas ça. La première motivation d'un homme pour agresser un enfant, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est « je peux, donc je fais ». C'est tout. On parle de viol d'aubaine, finalement. Parce qu'on a intégré que on peut se servir. Et donc, cette construction, cette culture de l'inceste, elle repose à la fois sur ces représentations, sur ce narratif qui légitimise, qui normalise, voilà. Et elle tient aussi sur un système de silence, de déni et d'aveuglement des individus, mais aussi de notre société tout entière. J'ai 14 ans et comme beaucoup d'ados de 14 ans, je vais dormir chez ma meilleure amie, qui a 14 ans aussi. Et comme beaucoup d'adolescentes de 14 ans, le soir dans la chambre, on crache sur les parents. Et donc elle est là et elle me dit « Ouais, putain, trop chiant, mes parents, j'ai eu un mauvais contrôle il y a 2 semaines et du coup, mes parents, ils ont refusé que j'aille à la fête de Bastien ce week-end. Trop chiant. » Et moi, sur le même ton, je lui dis « Ah ouais, putain, moi, trop chiant, mon père, il me fout des mains au cul, il m'appelle sa petite salope, sa petite pucelle, enfin, trop chiant, quoi. » Et là, je vois son visage qui se décompose. Et elle me dit « Mais Margot, c'est pas normal, il n'a pas le droit de faire ça, qu'est-ce que tu me racontes là ?» Et moi, je le défends. Je me mets à le défendre, je lui dis « Mais non, mais t'as pas compris, c'est juste sa manière d'être. » Je sais même plus si je lui dis pas, c'est sa manière de montrer qu'il m'aime. Voilà, on est là-dessus. Et là, elle me dit « Mais imagine mon père me faire ça. » Et là, j'ai senti ça marque. En fait, le seul fait d'imaginer son père, que je connaissais bien, que j'appréciais, lui faire ça à elle, ça m'a retourné le bide. Et c'est cette réaction physique-là, et cette phrase-là, qui vont me permettre de me rendre compte que, il y a peut-être un problème, en fait. Le lendemain, je retourne chez mon père, repas de famille, mon frère, ma tante, ma belle-sœur, tout ça. Et moi, j'ai tout ça en tête. J'ai tout ça en tête, mais je fais bonne figure. Encore une fois, c'est ce que je sais faire de mieux. Et puis, à un moment donné du repas, mon père va dire « De toute façon, tous mes enfants sont des cons. » Et j'ai mon frère qui est en face de moi, mon demi-frère, qui a 40 ans à peu près à l'époque, une femme, un gosse, un boulot. Dans ma tête d'ado de 14 ans, on est sur l'adulte qui a bien coché toutes les cases, établi, tout ça. Et je le vois même pas lever le nez de son assiette, en fait. Et là, je me suis dit, je veux pas être ça. Je veux pas devenir cet adulte-là. J'ai attendu que le repas se termine. Je me suis éclipsée discrètement, j'ai rassemblé 2-3 affaires et je suis partie. J'ai fait du stop pour la première fois de ma vie. J'ai essayé d'appeler ma mère, mais elle ne répondait pas, alors je suis allée me réfugier chez mon amie, ma pote justement. Et puis, ma mère a fini par arriver, je lui ai tout raconté, elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit « Je suis désolée ». Et en même temps, je ne peux pas dire que je suis surprise. Oui, elle l'avait vécu aussi. Mais elle n'aurait pas pu s'imaginer qu'il serait capable de faire ça aussi à sa propre fille. En fait, on est tous et toutes touchés par ce déni, cet aveuglement, de différentes manière et pour différentes raisons. Les victimes, simplement parce que c'est un système de survie en fait.
et puis parce que c'est la normalité, on a appris que ça c'était normal, donc on ne voit pas. Et puis c'est aussi vrai pour l'agresseur, qui va pouvoir se raconter tout un tas de trucs pour pouvoir passer à l'acte, et donc il va lui-même faire cette distorsion cognitive là, pour lui-même se dire que c'est pas si grave, que c'est l'enfant qui veut. Voilà, il va se réapproprier tout ce narratif qu'on a déjà vu là. Mais les violences sexuelles et l'inceste particulièrement, ça ne concerne pas que la victime et son agresseur, au contraire. Ça concerne surtout aussi la famille et l'entourage. Et ça, la famille et l'entourage, on parle justement d'un système, un système inceste. J'ai 11 ans et c'est le soir de mon anniversaire et mon père m'offre un ensemble de lingerie en dentelle. Je suis déjà un peu formée à cette époque-là. Et il va me dire tiens, tu vas essayer, tu vas nous montrer. Et donc, je monte dans ma chambre, je me déshabille, j'enfile la culotte, le soutien-gorge et je descends. Je me souviens de ce moment, mais je ne me souviens absolument pas de ce que je ressens à ce moment-là. C'est juste que je suis plantée là, devant la famille, les amis, l'entourage, et chacun y va de son petit commentaire. En fait, ce système-là, familial, il enferme tout le monde dans le silence. Il faut savoir que dans un cas sur deux, les violences sexuelles intrafamiliales, elles sont commises au vu ou au su des autres membres de la famille. Et même quand l'enfant ou l'adulte qu'il est devenu va réussir à enfin révéler ce qui lui arrive, dans 92% des cas, il va entendre « tu mens, c'est pas possible ». Ou alors « tais-toi, n'en parle pas ». Ou encore « c'est de ta faute, c'est toi ». Ou encore « je te crois, mais il va rien se passer derrière. Rien du tout ». En fait, c'est beaucoup plus facile de se dire qu'on a un menteur ou une menteuse dans la famille plutôt qu'un pédocriminel. Et puis c'est plus confortable aussi de se dire que l'enfant ment ou que c'est de sa faute plutôt que de se dire que, au fond, on savait et qu'on a été complice. Alors, et ça, c'est ce qui est arrivé à ma grand-mère quand elle a révélé ces violences-là. Elle a été totalement exclue de sa famille et c'est elle qui est devenue le problème, pas son père. Après ma fugue, donc j'avais 14 ans et c'est la même année où je rentre au lycée. Et je rentre dans un lycée génial, avec plein de filières artistiques. J'ai l'impression que tous les exclus de tous les collèges se sont réunis dans ce lycée-là. Et donc, je trouve ça trop bien, quoi. Je trouve ça génial, je découvre plein de choses. Et en plus de ça, je suis pas dans ma ville natale, je suis éloignée, je suis en internat. Et donc, c'est un petit peu ma bulle, là où j'ai toute cette merde-là qui est chez moi, c'est un peu ma petite bulle où je me sens protégée. Ma bulle, elle va très très vite éclater, parce que dès le mois de septembre, je vais être convoquée par l'assistante sociale et la CPE, qui vont toutes les deux me dire mais ton père, il souffre de ne pas te voir. Il ne comprend pas pourquoi tu ne veux pas le voir. Et je sais que mon père, c'était quelqu'un de très charmeur, de très séducteur. Il avait très bien réussi à leur jouer son petit numéro. Et elles avaient marché.
Et donc, moi, je suis moi-même à me demander si j'ai pas été trop loin en partant, si j'ai raison de faire ça. Et en même temps, je vais quand même réussir à lui dire à cette assistante sociale que, pour l'instant, en tout cas, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas encore le voir. J'ai besoin de me mettre au clair dans ma tête. Et sur le pas de la porte, après, à la fin de l'entretien, elle va me dire... écoute, si je vais mettre en place une médiation et si tout se passe bien, dans 1-2 semaines, tu vois ton père. Le soir même, en rentrant à l'internat, je vais faire une tentative de suicide. Je vais me réveiller à l'hôpital et je vais parler avec un infirmier à qui je vais raconter un peu tout ça. Et là, il va me dire, mais... c'est ce que tu as vécu, c'est du harcèlement moral et sexuel. C'est les premiers mots qui vont être posés sur ce que j'avais vécu. Alors, une fois sortie de l'hôpital, ma mère va venir me chercher et on va discuter toutes les deux. Et elle va me demander ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin là, maintenant? Et donc, je vais lui dire, je vais lui redire que je ne veux plus voir mon père, que je ne veux plus être obligée d'aller chez lui, que je ne veux plus être obligée de ça. Et là, elle va m'expliquer que je suis mineure, et donc il a toujours l'autorité parentale sur moi, et que si on veut que ça change, il va falloir passer par la justice. Et donc, je vais aller porter plainte. Le déni, l'aveuglement, il a aussi cours partout dans les institutions. Cette CPE, cette assistante sociale, même cet infirmier, ils ont une gamine de 14 ans qui leur raconte des mains au cul, qui raconte tout ça. Ils ne font pas de signalement, il ne se passe rien. J'ai fait une tentative de suicide à l'internat, au sein de l'établissement scolaire. On ne va jamais avoir de nouvelles. Et donc, on va commencer à établir le dossier pour l'instruction, etc. Et comme dans l'immense majorité des cas, dans ce genre d'affaires, il n'y a pas de preuve. C'est ma parole contre la sienne. Et en fait, il va fournir tout un tas de témoignages de ma famille, des amis, tout ça. Tout un tas de témoignages qui sont pour lui censés l'innocenter. Mon frère, j'ai effectivement vu mon père mettre des claques sur les fesses de Margot. Il n'y avait rien de malsain ou de pervers dans ce geste. Et quand Margot a dit « Papa, arrête », c'était avec un sourire qui n'avait rien à voir avec de la détresse psychologique. Ma belle-sœur, je n'ai jamais été témoin des gestes pervers de la part de Monsieur C. envers sa fille. Oui, je l'ai sans doute vu mettre des tapes sur les fesses de sa fille sans que cela me choque. Ma marraine, les plaisanteries parfois peu délicates à l'égard d'une jeune fille adolescente ne sont pas toujours de meilleur goût, mais font partie de son personnage. Ma tante, les gestes ou les mots libertins doivent être remis dans leur contexte de moments de rigolade en famille. Je regrette l'attitude partiale de la mère immédiatement après la fugue de Margot. Depuis, elle n'a plus répondu à mes messages, soit de son propre chef, soit sous l'influence de sa mère. Une amie de la famille. Les ados sont des êtres fragiles, influencés par les médias, les parents aussi, ce qui les rend parfois très maladroits sans s'en rendre compte. Alors, que ce soit conscient ou non, ces témoignages-là, ils sont traversés par ce qu'on appelle des théories anti-victimaires. Des théories qui vont permettre de retourner la culpabilité sur la victime et de dédouaner l'agresseur.
Alors, parmi ces théories, on a la théorie de l'enfant menteur, qui nous vient directement du célèbre psychanalyste Sigmund Freud, qui donc est son fameux complexe d'Oedipe. Hein. Et donc, pour vous le faire très très schématiquement, en gros, il vient dire que c'est pas les pères qui violent leurs filles, c'est les filles qui fantasment le fait d'avoir des relations avec leur père. Donc, c'est dans leur tête, c'est pas en réalité pratique. Et puis, alors, il y a ma préférée, c'est la théorie de l'aliénation parentale. Alors celle-là, elle est bien fourbe. La théorie de l'aliénation parentale, elle a été développée par Richard Gardner, années 80-90. Donc ce mec-là, il explique que le syndrome de l'aliénation parentale, c'est que quand un enfant vient dénoncer des faits de violence de la part de son père, en réalité, c'est la mère qui induit ça chez l'enfant, qui le manipule pour faire du mal au père. Et encore plus si c'est dans un truc de séparation, là, c'est pour bien écraser le père. Donc c'est elle qui... Et donc, cette théorie-là de l'aliénation parentale, alors, je vous le dis comme ça, il l'a sortie de son cul. Il l'a sortie de son cul, il n'y a aucun fondement scientifique sur cette théorie. Ça a longuement été discrédité, analysé, enfin voilà, les grandes organisations mondiales de la santé, de la psychologie, tout le monde a rejeté en bloc cette théorie. Et sauf la France. Bah ouais, en France, cette théorie-là de l'aliénation parentale, elle est encore enseignée dans des formations à la magistrature, dans des formations pour travailleurs sociaux, pour psychologues. Et donc, ces psychologues, ils vont aussi pouvoir être appelés en tant qu'experts dans la justice. Ils vont être souvent appelés, les promoteurs de cette théorie, par des mouvements de soutien aux droits des pères, de lutte pour les droits des pères. Mouvements qui sont eux-mêmes directement issus des mouvements masculinistes et compagnie. Et ça va avoir des sacrées répercussions, jusqu'à très très récemment. Il y a les experts de l'ONU. Les experts de l'ONU, ils ont fait un rapport en janvier 2024. C'est récent. Malgré des allégations crédibles d'abus sexuels et de violences incestueuses sur des enfants par leur père, la France a fait peu de cas des principes de précaution et de l'intérêt supérieur de l'enfant et a autorisé la maltraitance de leur mère. Malgré ces allégations et en l'absence d'enquête adéquate, ces enfants sont placés sous la garde des pères contre lesquels les allégations sont faites. Et les mères sont sanctionnées pour enlèvement pour avoir essayé de protéger leurs enfants. Nous sommes particulièrement préoccupés par la manière dont le tribunal a permis à l'auteur présumé d'accuser la mère d'aliénation parentale afin de miner les allégations d'abus sexuels et détourner l'attention des abus auxquels ils soumettent leurs partenaires et leurs enfants. Après 3 ans de procédure et toute une période de lycée, le verdict est tombé. On a gagné. Les droits, l'autorité parentale de mon père a été suspendue. Et ça, je l'ai pris comme une énorme reconnaissance, en fait. Là où je doutais encore et où je me disais, où je me demandais encore si j'avais pas juste brisé la famille pour rien, là, la justice, elle venait me dire non. Tu es reconnu, tu es légitime. Alors c'est comme ça que je l'ai pris à l'époque. Parce qu'en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Pour les besoins de cette conférence, je suis allée refouiller les dossiers du tribunal. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la juge, elle s'est appuyée pas sur les témoignages, pas sur ce que je disais, pas sur les faits. Elle s'est appuyée sur le fait que j'ai fugué et que j'ai fait une tentative de suicide, et donc que je m'étais mise en danger,
et que ça justifiait de retirer la garde de mon père. Ça veut dire que, enfin, moi je l'ai interprété comme ça veut dire que si je ne m'étais pas mise en danger, si je n'avais pas agi, moi, ben la justice, en fait, elle n'aurait rien pu faire pour moi. Et ça fait une petite différence quand même. Alors, encore une fois, ce système de déni, d'aveuglement, etc., on le retrouve aussi dans le domaine anthropologique. Quand on parle d'inceste et d'anthropologie, le nom qui revient le plus, c'est Claude Lévi-Strauss. Le fameux anthropologue Claude Lévi-Strauss, voilà, avec sa fameuse théorie du tabou de l'inceste. C'est pour ça qu'il est le plus connu aujourd'hui. Et donc, sa théorie du tabou de l'inceste, c'est de dire que partout, de tout temps, dans toutes les civilisations, alors déjà, si vous avez un anthropologue qui commence à vous dire ça, au niveau scientifiquement, voilà. Mais donc, il vient nous dire que partout, de tout temps, dans toutes les civilisations, l'inceste était interdit. On n'avait pas le droit de se marier avec les mêmes membres de notre famille. Et il considère que ça, c'est le passage de l'état de nature à l'état de culture. Pourquoi ? Parce que si un homme ne peut pas se marier avec sa sœur, eh ben, il va devoir rentrer en interaction avec un autre homme pour s'échanger les gonzes, en gros. Et ça, c'est ce qui fonde notre civilisation. Voilà. Alors, niveau sexisme, on est sur un bon niveau, quand même, voilà. Et puis, le gars, il est quand même resté sur l'interdit moral. Il n'est pas vraiment allé regarder ce qui se passait en pratique. Alors si, je suis un peu mauvaise langue, c'est vrai, j'ai retrouvé un extrait, Ina, un entretien de Claude Lévi-Strauss qui nous parle un peu de la pratique de l'inceste. Il faut toujours considérer qu'il existe deux modalités d'inceste. Je dirais qu'il y a l'inceste des faibles et l'inceste des forts. L'inceste des faibles, c'est celui qu'on peut étudier dans une certaine mesure dans les milieux ruraux et particulièrement dans les pays scandinaves où il semble qu'il soit produit de façon intense et qui traduit une sorte d'incapacité à nouer des contacts sociaux. Et étant incapable de nouer des contacts avec le milieu extérieur, par défaut, elle tend à se replier sur elle-même et à utiliser ses propres membres pour sa perpétuation. Et puis à côté de ça, il y a l'inceste des forts, l'inceste byronien, l'inceste des gens qui se sentent au-dessus des règles et qui ne sont pas contraints de faire ce que fait le commun des mortels. Bon, on peut ajouter mépris de classe, en plus. Donc, en gros, si je comprends bien, on a les ch'tis, les bretons consanguins, là, ça. Et de l'autre côté, on a les élites qui peuvent tout se permettre, quoi. Ok. Bon, heureusement, il y a une rockstar qui va venir arriver là-dessus et qui va repenser un peu tout ça. C'est une anthropologue, une femme, étonnant, Dorothée Ducy. Alors, Dorothée Ducy, c'est pour moi, quand j'ai découvert Dorothée Ducy, déjà, le premier truc qu'elle a dit, c'est, elle a dit, il faut en finir avec l'anthropologie patriarcale. Alors là, elle m'avait déjà eu, c'était bon. Mais elle est vraiment allée regarder justement ce qui se passait en pratique. Elle est allée regarder ce qui se passait au niveau de la pratique de l'inceste. Et de comprendre justement entre ce tabou-là, cet interdit, et la pratique en réalité. Et elle, en réalité, c'est elle qui parle de culture de l'inceste, justement. Elle a écrit un bouquin, j'ai un peu pompé sur son titre, j'avoue. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Anthropologie de l'inceste, le berceau des dominations ». Et elle, ce qu'elle nous dit, c'est que, au contraire, c'est l'inceste
qui est un fondement de notre civilisation, en réalité. Que l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants, ça fait partie de notre ordre social, et que c'est un outil pour apprendre aux uns à dominer et aux autres à se soumettre. Elle dit... Elle, je l'aime beaucoup. Elle dit « La pratique de l'inceste est à la fois le symptôme et le pilier d'un système de domination plus large. L'inceste est structurant de l'ordre social. Il apparaît aussi comme l'outil primal de formation à l'exploitation et à la domination de genre et de classe. » Ben oui. En fait, Dorothée Ducy, elle nous dit que le vrai tabou, le vrai interdit, c'est pas la pratique de l'inceste, c'est simplement d'en parler, c'est de le nommer. C'est ça le vrai tabou. Et elle nous dit que, effectivement, l'inceste fait partie des outils, justement, pédagogiques d'apprentissage des dominations. On apprend qu'il y a les agresseurs, ils apprennent qu'il y a des personnes inférieures à eux, les femmes, les enfants. Mais ça, si on ouvre ça, si on ouvre cette perception-là, eh ben, on peut considérer d'autres personnes aussi comme inférieures. Et on peut mettre les personnes LGBT, les personnes racisées, les pauvres, tout ce qu'on veut finalement. Et donc on est toutes et tous imprégnés de cette culture de l'inceste. Et donc on est sur un ordre social patriarcal, de domination masculine, de domination de l'homme blanc. Et donc, partant de ce constat, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de nos politiques ? Alors, le premier mot que j'ai envie de dire par rapport à ça, en réponse à ça, c'est Bétarame. Alors Bétarame, pour resituer un tout petit peu, donc ça vient de sortir, hein, c'est la nouvelle affaire à la mode, hein, il y en a assez régulièrement. Mais donc cette affaire, elle parle de violences physiques et sexuelles qui ont eu lieu depuis les années 1950 dans un établissement scolaire catholique, un internat, et où il y a des centaines et des centaines et des centaines de victimes, et il y en a de plus en plus au fil des jours là, qui se révèlent. Et on a également, donc ça c'est l'affaire Bétarame, mais à côté de ça, collé à ça, il y a l'affaire Bayrou. Et donc notre cher Premier ministre, qui a, je ne dis pas aurait, parce que il l'a lui-même admis, hein, je suis désolée, mais il a été donc accusé d'avoir couvert justement ces faits-là. Il était au courant et il n'a rien fait. Et c'est même lui-même qui l'admet, puisque un jour à l'Assemblée nationale, il va nous dire « Je n'ai jamais entendu parler de faits de violence, a fortiori sexuelle ». 2 jours plus tard, quand j'ai été averti de ces faits de violence, donc il a vendu lui-même la mèche. En fait, cette affaire, elle est, je trouve, très significative de plein de choses. Déjà, rien que l'affaire Bétarame, ça montre que pour que la vérité éclate, ça vient toujours des victimes. C'est toujours elles qui doivent lever le silence. Puisque les lanceurs d'alerte, ils ne sont pas entendus. Et puis, concernant Bayrou, il est la personnification de ce déni-là. Presque, j'aurais tendance je suis prête à imaginer qu'il a été averti, il était au courant, mais il a décidé de sortir tout ça de son crâne. Et
en fait, lui-même a dit, lors d'une conférence de presse, on lui demande, mais vos enfants, ils étaient scolarisés dans cet établissement, enfin voilà, vous étiez au courant, comment vous avez pu... Et il va dire, ah non, mais de toute façon, mes enfants, ils m'en auraient parlé. Et ouais, maintenant, l'actualité a continué, et ben sa fille vient de révéler qu'elle avait aussi subi ces violences-là. Et puis, une dernière chose très significative, c'est le traitement médiatique et la réception, en fait, du grand public de cette affaire-là. Déjà, ça concerne un établissement privé catholique. Et ça, le prêtre pédophile, on l'a bien en tête. Celui-là, l'image, on l'a bien en tête, c'est bon, on l'a intégré. Ben ouais, ça reste beaucoup plus facile de parler de pédocriminalité, de violence sexuelle, quand ça se passe en dehors de la famille. Parce qu'on a bien intégré que ce qui se passe dans la famille, c'est de l'ordre du privé. Et on n'a surtout pas envie de regarder ce qui se passe réellement dans les familles. Et évidemment, c'est cette dépolitisation totale de Bayrou, des porte-paroles du gouvernement qui ont tous dit cette affaire-là, il faut penser aux victimes, il ne faut pas mettre de politique dans cette affaire. C'est bien pratique. Ceux qui mettent un peu de politique là-dedans, qu'on entend beaucoup sur la protection de l'enfance, tout ça, c'est la droite et l'extrême droite. Alors ceux-là, on les entend pas mal, on les a entendus pendant la manif pour tous, un papa, une maman, tout ça. Et puis ils nous expliquaient que justement, les familles homoparentales, les homosexuels, s'ils avaient des enfants, ils allaient les agresser. Et puis c'était aussi la même rhétorique dans les années 60 aux États-Unis pendant les mouvements déségrégationnistes où on voulait faire en sorte que les enfants noirs puissent aller dans les mêmes écoles que les enfants en blanc. Et c'était aussi la même rhétorique de dire que on va mettre des noirs dans les écoles, ils vont agresser nos enfants. Donc, et encore aujourd'hui, là on le voit encore plus récemment avec l'EVARS, le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui allait être mis en place dans les établissements scolaires, donc des programmes adaptés en fonction des âges pour parler aux enfants de leur corps, du consentement, etc. Et en fait, derrière ça, il y a une contre-réaction énorme de la droite, de l'extrême droite, qui vont tous crier au scandale en disant qu'on va traumatiser les enfants à leur parler de sexualité, et puis que c'est la théorie du genre, l'idéologie woke, trans, voilà, donc c'est eux qui vont pervertir nos enfants. Alors, petite question, juste, qu'est-ce qui va le plus traumatiser les enfants? Qu'on leur parle de sexualité, qu'on leur parle de consentement, qu'on les outille sur, justement, et ce qui pourrait justement permettre de lutter contre ces violences sexuelles, ou ce qui traumatise réellement les gamins, c'est de se faire violer par leur père quand ils rentrent le soir à la maison. Alors, face à tout ça, à tout ce marasme politique-là, il va quand même se passer quelque chose d'énorme. Il s'est passé quelque chose d'énorme en 2021. Alors, il faut revenir un tout petit peu avant. En 2020, il va y avoir un alignement de planètes. On va avoir la sortie de 2 bouquins en simultané. On va avoir Le consentement de Vanessa Springora et on va avoir La Familia Grande de Camille Kouchner, qui parlent toutes les deux d'inceste, etc. Et ça va propulser un peu le sujet sur la scène médiatique. Derrière, ce qui va aussi alimenter la machine, c'est la sortie du rapport de la CIAZ, donc la commission indépendante sur les agressions sexuelles dans l'Église, qui estime qu'il y a à peu près 330 000 victimes faites par l'Église depuis les années 50. Et donc ça va aussi mettre tout ça en lumière. Et ensuite, on va avoir dans la foulée le hashtag MeTooInceste
qui va recueillir 81 000 tweets en 48 heures. Et qu'est-ce que font nos politiques et notre cher président Emmanuel Macron quand il y a un scandale médiatique? Il fait une annonce. Et donc, il va très solennellement s'adresser aux victimes et leur dire « On vous croit, on vous protège, et vous ne serez plus jamais seuls. » Retenez bien cette phrase. Et donc, il va annoncer la création de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste, les violences intrafamiliales et sexuelles sur les enfants. Et ça, putain, qu'est-ce qu'on attendait ça, quoi. Je vous jure, moi et ma psy, on était comme des dingues. On se dit, waouh, ça va peut-être changer quelque chose, il va se passer quelque chose là. Et la Ciivise, c'est quelque chose d'extraordinaire, en vrai. Parce que c'est peut-être fait par le gouvernement et Emmanuel Macron, mais dans la Ciivise, il y a commission indépendante. Et les membres de la Ciivise, ils ne vont pas faire les choses n'importe comment. Ils vont déjà décider que les experts réunis autour de la table, ce ne sera pas juste des professionnels de la protection de l'enfance, des juges, des psychiatres, des pédopsychiatres, tout ça. Non, non. Les vrais experts qu'il faut mettre autour de la table, c'est les victimes. C'est les premiers et les premières concernées. C'est eux qui vont pouvoir trouver les bonnes solutions. Et donc, ils vont être intégrés autour de la table au même titre en tant qu'experts. Et puis, ils vont recueillir 30 000 témoignages en 3 ans. Et ils ne vont pas non plus le faire n'importe comment. Ils vont mettre en place des lignes téléphoniques qui va être tenue, cette ligne téléphonique, elle va être tenue par le collectif féministe contre le viol. Ils vont aussi mettre des formulaires en ligne, ils vont proposer des entretiens individuels, mais surtout, ils vont faire des réunions publiques. Et ça va être incroyable, parce que des gens qui ont été dans une souffrance individuelle toute leur vie, qu'ils ont dû taire, ils vont arriver dans des salles énormes comme celle-ci, et ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont bien plus nombreux que ce qu'ils croyaient, et qu'ils vivent les mêmes choses. Et ça, ça va créer un putain de mouvement social. Ça va créer un engouement, un espoir énorme chez les victimes. Au bout de 3 ans de travail, ils vont sortir un rapport qui va être salué par toutes les associations, tous les acteurs de terrain, vraiment top. En plus, ils vont même aller plus loin, ils vont faire 82 recommandations, mais ils vont aller encore plus loin que ce qu'on leur demandait, ils vont aussi faire des programmes de formation. Et tout ça sans même utiliser la totalité de l'enveloppe budgétaire qui leur était allouée. J'ai envie de dire que demande le peuple. Peut-être que ce soit appliqué. Et pareil, c'est pas ce qui va se passer. Le résultat, c'est que le jour de la présentation publique du rapport, la salle, elle était bondée. Il y avait des centaines de personnes dans la salle. Il y avait des centaines de personnes à l'extérieur qui n'avaient pas pu rentrer. Ça a été énorme. Il y avait un absent, le gouvernement. Il n'y avait pas un membre du gouvernement dans la salle ce jour-là. Et le même jour, le gouvernement annonçait tout fier, de son côté, leur grand plan pour l'enfance. Et dans les mesures phares, attention, restez bien assis, dans les mesures phares, le recrutement de 14 nouveaux écoutants pour le 119. Dans l'année, dans les 1-2 ans, c'est le temps qu'on s'organise, tout ça. Et aussi une campagne de sensibilisation, de communication 1 fois par an. Alors vous l'avez peut-être vu, cette campagne, c'était des grandes affiches et puis ça passait aussi sur des spots à la télé, c'était un enfant toutes les 3 minutes. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, un enfant toutes les 3 minutes. Et derrière, en fait, il va y avoir justement tout cet engouement et puis une personne qui va être la voix et le visage de la Ciivise, c'est le juge Édouard Durand, qui était un des 2 coprésidents.
Et ce juge Durand, il va aller partout, dans les médias, il va venir marteler son truc, et il va nous dire, ce n'est pas une question, il faut regarder justement ce côté systémique, ce côté violence de genre. Et il faut regarder aussi les insuffisances de l'État, le manque de choix politiques là-dessus. Et il faut aussi bien se dire que ce n'est pas en termes de dispositifs qu'il faut penser, c'est en termes de doctrine. Parce que vous pouvez faire tous les dispositifs que vous voulez, si les personnes qui composent ces dispositifs, qui sont dans ces institutions, si elles sont traversées par les théories anti-victimaires, par cette culture de l'inceste, il n'y a rien qui va changer finalement. Donc, ce juge Durand, bizarrement, il va être écarté. Il va être écarté de la Ciivise, renvoyé sans aucune explication. Et on va nommer à la tête de la Ciivise 2 de ses plus grands détracteurs. Et on va bien nous dire que c'est pas de l'ordre de la politique, tout ça. Et les 82 recommandations, il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. La Ciivise, elle a juste été dépolitisée, vidée de sa substance. Et pour les victimes, qui avaient énormément d'espoir là-dedans, c'est encore pire que si on n'avait rien fait, en fait. Parce que maintenant, c'est pas on vous croit, on vous protège, c'est on sait et on s'en fout. Et ça, c'est une putain de trahison. L'inceste, ça détruit des vies. C'est une souffrance perpétuelle en soi, et c'est une violence perpétuelle de la société envers nous. Mais plus ça va, et plus on se rend compte, en tant que victime, que on est loin d'être seul. En vrai, on est légion. Et on commence à s'en rendre compte. Et plus on se parle, plus on se rend compte de tous ces mécanismes-là de la violence, plus nos voix, elles portent, et plus elles sont fortes. Mais c'est pas la parole des victimes qui se libère, ça c'est pas vrai. C'est cette société de la sourde oreille qui commence à se décoincer un peu. Et je crois que il est temps justement qu'on enlève ces putains de lunettes là, et qu'on commence à regarder en face la réalité. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à une réelle transformation de notre société et qu'on pourra réellement lutter contre les violences sexuelles sur les enfants. Cette parole, elle est politique. De l'inaction, justement, de nos politiques, on a besoin d'une réaction collective, citoyenne. Et pas seulement les victimes, pas seulement pour les victimes, mais tout le monde. Et c'est pas seulement pour les victimes, mais c'est aussi pour les agresseurs, c'est aussi pour l'entourage, c'est pour nous tous, en réalité. Dorothée Ducy, elle dit « Il me semble que décrire et prendre acte des violences, de leur spécificité, des effets qu'elles produisent, des conséquences qu'elles entraînent, est un premier pas vers la paix et la démocratie. Dire et décrire la violence est un pas vers la paix. » Quand ma grand-mère est décédée, il y a quelques années de ça, il fallait organiser ses funérailles et donc écrire son oraison funèbre. Et avec mes tantes, mon oncle, ma mère, on s'est très vite posé la question de est-ce qu'on le met ? Est-ce qu'on nomme ce qu'elle a vécu, elle, dans son oraison funèbre ? Il ne nous a pas fallu longtemps pour répondre à la question, c'était une évidence, oui, on allait en parler. Ce serait trahir sa parole à elle que de ne pas le faire. Donc ma mère a rédigé cette oraison funèbre, et moi je l'ai envoyée par mail au prêtre. Oui, on faisait un enterrement religieux, c'est ma grand-mère qui voulait.
Et ce prêtre, il va me faire une réponse par mail, il va répondre « bien reçu ». Par contre, est-il vraiment nécessaire en majuscule, est-il vraiment nécessaire d'évoquer les abus sexuels? On pourrait s'en passer. Alors je vous avoue que ça m'a un chouïa énervé, ça m'a mis en rage, vraiment, et pas que moi d'ailleurs. Et donc je lui ai fait une réponse en lui disant oui, alors au contraire, il nous semble nécessaire de respecter la parole des victimes et celle de la défunte. Et le jour des funérailles, ma mère, elle est montée à la tribune. Alors j'ai toujours été fière de ma mère, mais j'ai jamais été aussi fière d'elle que ce jour-là. Elle est montée à la tribune et elle l'a dit avec toute la puissance de sa voix et toute la dignité qu'elle avait en elle. On a eu quelques réactions dans la salle, mais surtout, après cet enterrement, on a eu toute une quantité de gens qui sont venus nous voir pour nous dire merci. Des gens qui nous disaient qu'ils comprenaient l'engagement de ma grand-mère tout au long de sa vie. Et des gens simplement qui disaient merci et qu'on voyait dans leur regard que c'était aussi d'eux qu'on parlait. L'histoire de ma famille, c'est une histoire d'inceste. Mais c'est surtout une histoire de femmes fortes qui ont toujours refusé de se taire.